Donc, c'est une présentation qui va être faite à deux voix, donc par moi-même, donc Benjamin Gracieux, donc en tant que chargé de mission environnement et urbanisme de santé au sein de l'ODAB, donc l'agence d'urbanisme de Besançon, Centre-Franche-Comté. Alors, je commence. Donc, cette question de la santé, finalement, c'était pas forcément la première approche qu'on avait dans nos travaux, mais c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Quand on a commencé à travailler sur la question des températures et derrière ça de la surchauffe urbaine, on s'est finalement rendu compte qu'il y avait une problématique aussi de santé humaine derrière, et en particulier que face à la température, on va avoir en fonction des comportements, en tout cas des impacts très différents qui vont dépendre de différents facteurs, notamment le comportement du corps qui va beaucoup varier en fonction de l'âge, par exemple. On va également avoir des facteurs individuels qui vont être liés à la génétique, à la présence ou non de maladies, à des situations aussi avec des facteurs sociaux qui vont être liés à des situations de précarité, des facteurs de dépendance plus ou moins importantes, mais également des facteurs qui vont être liés aux métiers qu'on peut faire, qui vont notamment des métiers extérieurs ou des métiers pénibles, qui vont faire que la personne va être particulièrement sensible aux questions de température. Donc finalement, le tableau à côté montre que, en fonction des catégories, en fonction de l'intensité, globalement, certaines personnes vont être exposées, même pour des chaleurs modérées, quelle que soit la situation. Et finalement, le niveau de risque va beaucoup augmenter au fur et à mesure qu'on va aller vers des températures plus intenses. Alors, il y a également une formule, je pense que pour replacer un petit peu, finalement, le sujet dans l'actualité, il y a une formule qui est pas mal sortie ces derniers mois, c'est la question d'un monde, à plus 4 °C, notamment donc notre ministre Christophe Béchu a beaucoup évoqué cette question-là. Donc c'est vrai que quand on regarde un petit peu les perspectives, d'évolution des températures d'ici 2050, voire 2100, la fin du siècle, on a différents scénarios qui ont été mis en place, et qui ont été étudiés au niveau national et même régional d'ailleurs par Météo France, où globalement on irait vers une évolution des températures, suivant les scénarios, entre 1 à 4,5 °C. Alors c'est assez variable, ça dépendra des politiques qui seront mises en œuvre, mais tout ça, ça va avoir des incidences aussi, au-delà des températures moyennes, sur les différents événements climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, qu'on connaît déjà pas mal. Avec, par exemple, on estime qu'on aurait une multiplication du nombre de jours de vagues de chaleur multiplié par 3 d'ici 2050 à Besançon. Donc ça pose aussi la question derrière de comment les territoires et l'aménagement des territoires euh, le- peut accompagner ces changements et faire en sorte de continuer à rester des territoires accueillants où on peut bien vivre. Donc c'est vraiment l'enjeu qui nous a, nous, amené à nous intéresser à cette question des différentes situations de vulnérabilité face à ces températures et les différents comportements thermiques qu'on pouvait avoir au sein du territoire. Alors, là, vous avez un premier exemple de données qu'on a utilisées, de cartographie, que vous connaissez peut-être. Donc, c'est des cartographies satellites qui nous ont permis de voir un petit peu, le premier enseignement, c'est de voir que finalement, ces problématiques de surchauffe, elles ne sont pas du tout liées, on va dire, à la ville principale, même si c'est très intense dans ce genre de situation urbaine. Mais c'est finalement une problématique qu'on retrouve sur l'ensemble d'un territoire dès lors qu'on a des espaces qui sont un peu urbanisés. Et on va y revenir un petit peu, notamment, qui vont présenter des modes d'urbanisation assez minéralisés, avec peu de végétation, des grands bâtiments, etc. Et donc ça, ce sont des caractéristiques, c'est une typologie qu'on va retrouver un peu n'importe où, y compris dans des communes plus petites. Et finalement, ce premier travail-là nous a permis de voir surtout que les températures sont pas du tout les mêmes sur un territoire donné, qu'on peut avoir des situations qui sont très variables avec des écarts de température particulièrement impressionnants. Donc, par exemple, sur les quartiers ici, on avait des écarts de température de l'ordre d'une quinzaine de degrés de mémoire entre différents secteurs, chauds ou froids, justement. Top. Ce travail-là, on l'a également croisé avec les différentes occupations des sols, donc notamment ce qu'on appelle les Local Climate Zones, donc qui sont une classification internationale des différentes, on va dire, zones climatiques.
Et quand on a croisé donc, ces données de température avec ces zones climatiques sur notamment le Grand Besançon Métropole, on s'est rendu compte qu'on avait des écarts de température. Alors, il y a des écarts de température en fonction des zones la nuit, mais c'est beaucoup moins marqué que ce qu'on peut avoir le jour. Donc, notamment, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris, j'espère que oui. Mais en tout cas, on voit qu'en journée, on peut avoir des écarts de température de l'ordre de quasiment 10 degrés entre différents secteurs. Et qui sont principalement liés on va dire au mode d'occupation des sols, encore une fois, entre notamment des secteurs qui vont être, des zones qui vont être assez végétalisées, qui vont donc peu chauffer entre le jour et la nuit, il y aura peu de différence, hein, de l'ordre de quelques degrés. Et au contraire, les zones les plus minérales, donc ce qui s'appelle ici les grandes emprises tertiaires bâti bas, c'est une classification qui fait référence en fait aux zones d'activité économique où on peut voir que l'écart de température entre le jour et la nuit est extrêmement important. Et je vais expliquer après pourquoi. Quand on a donc fait tout un travail où on a, sur ces données de température, on a regardé un petit peu quelles étaient les zones les plus chaudes en journée et la nuit. Donc là, vous avez par exemple sur une bonne partie du Grand Besançon, vous avez ici les secteurs les plus chauds en journée. Et en fait, on se rend compte que ce sont l'ensemble, on va dire, des éléments qui sont minéralisés, donc à la fois les réseaux routiers, mais également l'ensemble des enveloppes bâties, qui sont particulièrement exposées. Et en particulier, on voit très bien apparaître sur le territoire, donc c'est l'encadré ici, c'est les zones de zones d'activité économique. En revanche, la nuit, ça c'est intéressant, c'est pas du tout le même profil qui apparaît. La nuit, ce qu'on se rend compte finalement, c'est ce qui continue à émettre de la chaleur. Donc là, on est quasiment à 27 degrés en fin de nuit, 27 degrés Celsius. Hein. Alors je précise, c'est des photos qui ont été prises début août, le 9 août 2021, de mémoire. Là, on voit en fait la nuit, c'est pas du tout le même cas de figure. En fait, les bâtiments ne chauffent plus. Ils ont en fait déjà relargué la chaleur, principalement parce qu'on est sur des bâtiments qui sont particulièrement métalliques, donc ils vont très vite monter en chaleur, mais ils vont également très vite redescendre. En revanche, les réseaux routiers, les espaces de stationnement ne sont pas du tout dans cette configuration-là. Ce sont des espaces qui vont beaucoup capter durant la journée et qui vont beaucoup aussi relarguer de chaleur la nuit. Et c'est ce que nous ont montré finalement ces cartographies. C'est que les zones les plus chaudes la nuit, ça reste l'ensemble des réseaux routiers du fait de leur caractère minéralisé et imperméabilisé aussi. Alors derrière ça, il y a également un ensemble de facteurs que j'ai déjà un petit peu évoqués, mais on va s'attarder dessus. Il y a 3 facteurs principaux qu'on est en train d'étudier d'ailleurs. Donc, il y a une première publication qui a été faite sur le facteur de la végétation et de la nature en ville. Hein. Là, vous avez également des prises de vue par caméra thermique qui ont été prises qui permettent de montrer les différentiels de température qu'on peut avoir qu'on peut avoir. J'écoute une visioconférence. Oui, attendez, excusez-moi, par contre, je suis obligé de vous couper. On voit finalement le rôle de la végétation. On peut avoir des écarts de température de l'ordre de 20 degrés hein, à l'ombre et entre des espaces minéralisés qui sont extrêmement exposés au soleil. Donc derrière ça, il y a différents facteurs qui rentrent en compte. Alors, bien sûr, il y a l'ombrage, mais il y a également le phénomène d'évapotranspiration. La plante va être capable aussi, par ce phénomène-là, de rafraîchir l'air ambiant en captant notamment la chaleur existante dans l'air. Un autre facteur, bien sûr, qui est particulièrement lié à la végétation, c'est l'eau. Alors l'eau sous toutes ses formes. Hein. Donc là, vous avez également en bas quelques exemples de dispositifs, des fontaines, des brumisateurs, et on voit un petit peu l'impact plus ou moins fort que peut avoir ce type de dispositif lié à l'eau sur le rafraîchissement ambiant, donc notamment Besançon, si vous connaissez un peu, qui est, on va dire, réputé quelque part pour ses fontaines dans le centre-ville, son réseau de fontaines. On voit un petit peu, là c'était une période particulièrement chaude durant l'été 2019, canicule 2019, voilà, les gens, notamment les enfants, hein, on voit descendre dans les fontaines pour se rafraîchir, ou les gens s'assoient à côté, parce que c'est là où il y a de la fraîcheur. Les couleurs et les matériaux, donc notamment j'ai évoqué les matériaux minéraux, je n'ai pas évoqué la couleur, mais évidemment les matériaux les plus sombres vont engendrer des différences de température extrêmement importantes. Pour vous donner un ordre d'idée, donc lors des canicules, hein, 35 degrés à l'extérieur, dans l'air ambiant, il faut imaginer que l'enrobé, il a plus de 60 degrés Celsius. L'enrobé neuf, noir. Et ça vous donne un ordre d'idée un petit peu des différentiels de température qu'on peut avoir de façon très locale. Hein. Mais ça montre aussi que ça a un impact énorme sur les ambiances thermiques. Je ne rentre pas tout à fait dans le détail parce que je pense qu'on n'a pas vraiment trop le temps. Mais voilà, donc là,
toujours sur ces couleurs et matériaux, vous montrer les différentiels, donc notamment entre des revêtements naturels à gauche, des pelouses qui vont très peu s'échauffer. Et au contraire, je parlais de l'enrobé neuf. Donc ça, c'était une journée pas très chaude, 22 degrés max. On voit un petit peu 22 degrés max, température extérieure, l'enrobé au soleil remonte jusqu'à quasiment 40 degrés. Donc ça vous montre un petit peu les différentiels qu'on peut avoir. Et on a fait tout ce travail de relevé de température et qui montre qu'on a différents comportements thermiques. Et c'est particulièrement important d'en prendre conscience et d'arriver à le mesurer aussi. Donc voilà, une petite synthèse, c'est les différentes formes urbaines. Là, on voit des tissus de zones d'activité. Donc on voit bien les zones en rouge extrêmement chaudes et notamment les réseaux que je vous évoquais tout à l'heure. Les espaces verts sont sont minimaux. Finalement, il y en a très peu. Même niveau de zoom, on voit ici le centre-ville de Besançon. Vous voyez la place de la Révolution, notamment le petit triangle en haut, qui correspond à une place de la Révolution sur laquelle il y a un projet de revégétalisation, justement. Et on voit de nuit, c'est aussi une zone qui continue aussi à beaucoup continuer à chauffer. C'est une place particulièrement exposée qui donc surchauffe beaucoup le jour et la nuit. Donc pareil, là, on a des tissus plutôt pavillonnaires, donc très classiques, où on a une forte densité de végétation. Et dans ce genre de configuration-là, de quartier, ce qui est particulièrement intéressant, c'est la place qui est donnée à la végétation dans les espaces privés. Et on voit ici l'importance que ça peut jouer, parce qu'à fortiori, c'est plutôt, là encore une fois, les réseaux routiers qui vont beaucoup ressortir la nuit. Voilà, je reste là-dessus et je vais laisser la parole du coup maintenant à Samuel Lelièvre pour présenter peut-être des exemples de travaux, de réalisations qui ont été faites au niveau local. Merci Benjamin, bonjour à tous. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran partagé? Oui. Oui. Je vais juste le mettre en plein écran. Voilà. Eh bien voilà une petite revue comme ça assez rapide d'exemples et d'expérimentations menées sur la ville de Besançon, par la ville ou par Grand Besançon Métropole. D'ailleurs, on commence avec le réaménagement de la place de Lattre de Tassigny, située sur l'une des entrées de ville, côté faubourg de Taragno. On est pas très loin du Doubs. Cette place donc des travaux qui sont réalisés l'hiver dernier. Et cette place qui, jusqu'à son réaménagement, faisait la part belle évidemment au stationnement. Enfin, je dis évidemment parce que c'est assez classique, mais au stationnement et à de nombreux usages. Et en tout cas, la place de la voiture y était prépondérante. Et puis, voilà, donc cette place, elle est située juste là, on l'aperçoit et on voit déjà, donc on a cet alignement d'érable qui est présent et les revêtements, et Benjamin l'a présenté juste avant, les revêtements minéraux constituent véritablement un îlot de chaleur. Des éléments de diagnostic qui précisent voilà, qu'on a des enrobés dégradés, un stationnement omniprésent, des mobiliers vétustes, bref, toutes les conditions pour réempoigner un réaménagement qualitatif de ces places-là selon les nouveaux standards d'une ville résiliente. Des objectifs qui ont permis, à travers des participations citoyennes, notamment une large concertation, de réaffirmer l'évocation d'espaces publics de proximité, des espaces publics de qualité et bien évidemment de lutter activement contre les îlots de chaleur. Les photos avant-après, avant sur la gauche, après sur la droite. Alors, les plantations datent de cet hiver, donc elles sont évidemment pas encore très développées. Il faut les imaginer dans une dizaine d'années où le houppier des arbres plantés prendra pas mal de place. Mais voilà, un aménagement qui fait la part belle aux matériaux stabilisés, aux matériaux à joints perméables, aux végétalisations et fausses continues de plantation d'arbres, à la végétalisation de pieds de façade. Ici, vous voyez ces dispositifs de petites ganivelles qui permettent de mettre en protection et en défend les espaces verts qui ont été créés. Et puis, bien évidemment, des logiques de mobilité douce avec l'apparition de plateaux surélevés, de pistes cyclables et de contresens cyclables, donnant finalement à cette place, très rapidement après aménagement, une toute autre ambiance. Voilà, on la voit quasiment de face. Vous aviez ici, par exemple, un chalet de compostage.
Autre exemple, la cour de l'école Brossolette, qui a été la première cour qui a fait l'objet d'un réaménagement pendant le mandat, ce nouveau mandat. Cour d'école de 5000 m² d'un seul tenant, 100% en enrobé, avec quelques espaces végétalisés, mais à l'extérieur de la cour. Voilà, vous voyez apparaître les différentes surfaces de cette cour. Et puis, un projet qui s'est fait dans une large concertation aussi. On voit apparaître la thermographie aérienne qui, sans surprise, identifie très bien cet îlot de chaleur de cette cour en enrobé, et on perçoit très, très bien aussi l'impact de la végétation, mais impact qui, il faut le rappeler, est quand même un impact très limité, hein, qui ne diffuse pas sur de longues distances autour. Voilà, donc un projet de cours qui a désimperméabilisé la totalité de l'espace, qui là aussi a fait la part belle à différentes expérimentations de revêtement, du stabilisé, des résines organominérales, des bétons de bois, des surfaces en pleine terre, et puis l'apparition évidemment d'une large végétalisation, et une particularité qui est celle de la question d'un coin nature partagé, cet espace-là qui est tantôt ouvert sur la cour d'école pendant le temps scolaire et tantôt ouvert sur l'espace public en dehors des temps scolaires, et qui permet finalement de recréer une véritable centralité à travers la présence tout au long de la semaine et des mois et de l'année des enfants avec leurs enseignants ou avec leurs parents ou proches. Et voilà, en tout cas, ces aménagements de cours sont aussi l'occasion pour nous de réinterroger les interfaces entre la cour, son bâtiment et son environnement extérieur. Voilà, juste une petite diapo qui illustre l'évolution des surfaces désimperméabilisées avant et après projet, la diversité des revêtements testés, et puis des photos. Après, voilà, ça c'était le jour de rentrée en 2021. Un an après, on voit que comme ça commence déjà à pousser. C'est une cour complètement inclusive, puisque cette école-là, ce groupe scolaire accueille une classe Ulysse. Donc, nous a fallu travailler la question de l'accessibilité à tous les handicaps. Et puis, voilà, cet espace de parvis qui ménage très fortement, enfin qui intègre la question de la présence des parents, de la zone d'échange entre les parents et les enseignants devant cette entrée, et qui qualifie véritablement les lieux. Voilà, là, on est juste à l'arrière des clôtures, et puis j'ai quelques éléments ludiques très naturels, hein, des troncs, des branches, du copeau, des mouvements de terre, du sol tressé, qui viennent véritablement diversifier les lieux, diversifier les ambiances, apporter aux enfants des conditions de récréation différentes, des supports pédagogiques pour les enseignants différents, et qui leur amènent véritablement beaucoup plus de calme, de quiétude et d'intérêt, puisqu'aujourd'hui, maintenant, les enfants vont au parc. Alors, j'ai prévu une toute petite vidéo. Il faut juste que je sorte du pointeur. Voilà, hop. Non. Voilà, comme ça, hop, et je vous mets, c'est le jour de l'ouverture de cet espace partagé en mars 2022 aux enfants. Ça vous permet de voir comment ça vit, comme c'était attendu, et comme les enfants profitent véritablement de ce nouvel espace créé. C'est un peu plus parlant que des photos en réalité. Et c'est là, en réalité, le meilleur des indicateurs si on parle d'urbanisme favorable à la santé, de lutte contre la prévention pour le développement de cancer, par exemple. Donc voilà, on est bien sur des espaces qui permettent aux enfants de bouger, permettent aux enfants de s'aérer, permettent aux enfants de développer tout un tas d'activités physiques et sportives diverses et variées. Voilà, un tout petit échantillon. Alors, je repasse là parce que je l'ai dit. Hop, voilà. Troisième exemple, celui d'une rue, la rue des Saint-Martin, qui a fait l'objet d'un large travail, étroit travail avec nos collègues du département des mobilités. Vous avez ici les photos avant, donc une rue à double sens avec du stationnement, mais on perçoit l'inexistence du végétal. Cette rue-là, elle est à proximité de l'îlot de chaleur que Benjamin présentait tout à l'heure, à savoir la zone artisanale et industrielle de Trépillot.
sur Besançon. Et voilà l'implant masse du projet. Je passe très, très rapidement, mais qui permet de pincer un peu les voiries, de redonner de la place pour installer du végétal, de sécuriser les modes doux à travers des voies partagées et un apaisement de circulation à travers des zones 30 et des plateaux surélevés. Seule réponse, en réalité, seul axe qui nous permet d'installer la végétation. Donc là, on perçoit des stationnements désimperméabilisés en grave calcaire ensemencé, l'apparition du végétal autour des places de stationnement. Et puis, pour terminer, parce que le projet est certes pas encore réalisé, mais c'est celui de la place de la Révolution. Benjamin vous présentait cet îlot de chaleur par excellence du centre de Besançon. Je vais passer très, très vite. Benjamin l'a précisé. Donc voilà, la thermographie jour-nuit qui témoigne de la forte chaleur qui règne encore dans cet espace la nuit. Une contribution très, très large avec la population qui nous a permis de confirmer les souhaits de la population sur la présence de la végétation, sur le fait de pouvoir s'y reposer, de s'y divertir, que les terrasses puissent être ombragées. Un projet qui s'est donc basé sur les plans de l'exposition universelle de 1860 et qui donc les réinterprète. Voici la maquette du projet finie. Maquette qui permet de visualiser la plantation de 41 nouveaux arbres en plus des 7 existants. Ici, les perspectives de cette maquette qui permet de percevoir les futures ambiances de la place une fois plantée. Là aussi, un travail autour de la question des revêtements de sol, puisque une très large partie de la place sera désimperméabilisée, avec des stabilisés calcaires renforcés, avec des graves ensemencés, et puis avec une planimétrie complète et un nivellement de la place qui permettra globalement de récupérer un maximum d'eau de ruissellement au profit de l'alimentation des fosses de plantation des arbres. La question des eaux et des bornes fontaines est bien sûr intégrée. La question de la récupération des eaux d'exor du parking des Beaux-Arts également, puisqu'on a là un gisement assez inépuisable d'eau de récupération qui nous permettront de rafraîchir également la place. Les différentes ambiances, donc un mail de rencontre, des salons végétaux, des pergolas pour ombrager les espaces du tram et puis un parvis permettant de maintenir l'événementiel. Une palette végétale très large autour d'arbres et arbustes locaux dans un premier temps qui vont structurer les prochains miles, d'arbres de parc plutôt pour la partie plus grandiose et plus liée à ce qu'est les fonctions d'une place et ce à quoi on s'attend quand on tombe dessus. Des arbres fruitiers puisque alors plutôt de petits fruits et à faible désagrément, mais puisque c'était des demandes de la concertation. Et au final, une place, donc des travaux qui se dérouleront à l'automne et hiver prochain et une place de 9 000 m², 41 arbres plantés, 1 700 m² de surface créée et 67 % d'eau pluviale infiltrée. Voilà, j'ai été très, très vite. J'espère avoir relativement respecté les délais. J'arrête le partage. Merci à tous de votre attention.